intense, elle est passionnante, elle est parfois alarmante, stressante, déprimante et parfois enthousiasmante. En fait, tu as une espèce de dichotomie entre tout un tas de choses merveilleuses qui sont inventées chaque jour et puis des choses déprimantes avec l'état de la planète, le fait qu'on abandonne le bon sens, on abandonne ce genre de pratique comme on a ici au Jardin du Puyrajoux. Donc il y a ce côté très manichéen qui ne devrait pas être alarmant, parce que je pense que depuis le début de l'humanité, on a traversé des périodes comme ça, mais qui l'est quand même. Et en même temps, j'ai pas envie de céder à la morosité ambiante, parce que finalement, nos réalités en France sont telles que quand on va dans d'autres pays, on n'a pas du tout les mêmes. Et c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Moi, je circule pas mal pour aller voir des fermes, y compris dans des pays moins développés, on va le dire comme ça. Et les situations sont catastrophiques partout. Et en même temps, partout dans ce marasme émergent des merveilles. Donc tu vois, j'ai un peu une appréhension normande, peut-être ben oui, peut-être ben non dans l'histoire, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un mélange de très mauvais et de très bon dans tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une voie du milieu? Là est la question. Je ne suis pas allée vers l'agriculture spontanément. Ce qui m'intéressait, moi, il y a 25 ans quasiment, quand j'ai commencé, c'était vraiment l'alimentation. J'avais très vite compris en faisant du sport de haut niveau qu'il y avait un lien très fort entre ce qu'on mangeait et la façon dont on était physiquement, dont on était psychologiquement, j'allais dire. Mais c'était ça qui m'intéressait plus qu'autre chose, c'était le bien manger. Ça, c'était ma porte d'entrée. Et très vite, je me suis surprise moi-même à tomber littéralement amoureuse de la terre, des plantes, de l'environnement. Et puis de cette pratique absolument merveilleuse, intelligente et qui est holistique, qui couvre tout un tas de centres d'intérêt qu'est la production de nourriture, donc l'agriculture. Quand on a créé la ferme du Bec-et-Loing en 2003, l'idée initiale c'était de l'autosuffisance alimentaire et puis avec les surplus, d'alimenter les gens qui autour de nous cherchaient depuis longtemps des produits frais, bio, de saison. Donc c'était juste ça, l'ambition. Et puis petit à petit, on a été pris dans une espèce de spirale très positive d'ailleurs, qui nous a amené à toucher du doigt tout un tas de techniques et de découvrir cette fabuleuse intelligence qu'on a dans l'agriculture. On parle beaucoup d'IA de nos jours. Pour moi, l'IA, c'est l'intelligence agricole avant tout, parce que ces millénaires d'observation, de connaissance du vivant, de communion quasiment avec le vivant que l'être humain a, j'ai l'impression qu'on l'a balayé un petit peu vite lors de la période industrielle, post-industrielle et encore plus lors de la période moderne. Or, je pense qu'il est urgent de revenir à cette intelligence d'une alliance entre ces savoirs ancestraux et ces savoir-faire ancestraux et puis les connaissances les plus modernes tirées de la science et même de l'intelligence artificielle que je ne boude pas en soi, mais il faut tempérer et il faut réussir à avoir une logique très écosystémique. Tu vois, dans un écosystème, tu as plein d'éléments qui cohabitent et qui ne font pas que cohabiter, ils coopèrent pour qu'au final, l'écosystème par lui-même soit encore plus productif, il soit plus résilient et il soit meilleur, entre guillemets. Et de fait, ce mode de fonctionnement, on l'a complètement perdu dans ces sociétés modernes et j'aimerais qu'on le retrouve. Et la façon dont on le voit le mieux en œuvre, c'est dans des jardins, c'est dans des champs, parce que là, bien sûr, tu travailles avec la nature, tu n'as pas d'autre choix que de coopérer avec cette nature. Que ce soit en système conventionnel, et j'allais dire même les gens qui traitent, qui sont en mécanicien, etc., leurs associés et leurs collaborateurs du quotidien, c'est la nature. Et donc revenir à cette intelligence de coopération et de remettre différents éléments en interaction dans un écosystème, moi je trouve ça particulièrement enthousiasmant. C'est ça qui m'a entraînée, qui m'a transportée pendant toutes ces années. Moi, tu vois, au début, j'imaginais que j'allais juste être productrice de légumes. Donc, j'allais avoir des rangées de salades et puis voilà. Mais non, c'est bien plus que ça. Il y a une connaissance du sol. Alors, il y a une connaissance intellectuelle du sol, des arbres, des végétaux. Mais il y a aussi cette communion, j'allais dire, presque charnelle avec les éléments. Et c'est ça qui m'a emmenée et qui m'a fait comprendre que l'agriculture aujourd'hui n'est pas reconnue à sa juste valeur.
elle n'est pas à sa place dans la société. En fait, elle est mise de côté. On ne sait pas, la plupart du temps, les citoyens ne savent même pas à quoi ressemble une ferme. Ils ne savent pas comment sont produits les aliments qui se retrouvent dans leur assiette. Et le fait de les remettre en contact avec cette connaissance, juste le fait de savoir, de voir, de toucher, de mettre tous ces sens en exergue, eh bien tout de suite, ça fait tomber des peurs, ça fait tomber des préjugés. Je pense que si tout le monde avait l'occasion de venir dans des jardins comme ça, faire ses courses dans une ferme comme celle-ci, eh bien on entraînerait une bonne partie de la population dans cette vague qui devrait être une déferlante, mais qui ne l'est pas malheureusement, d'une agriculture naturelle, dans le respect du vivant. Aujourd'hui, moi, dans les formations que je peux dispenser un petit peu partout en France et parfois même à l'étranger, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que cette appréhension écosystémique, donc le fait de comprendre comment fonctionne un écosystème à l'état naturel, c'est un énorme atout pour travailler avec le vivant. N'importe quel agriculteur devrait savoir comprendre de quoi est composé un écosystème et comment il fonctionne. Pour moi, avoir un lieu de production de nourriture ou de végétal ou même d'animal sans arbres, sans une biodiversité démultipliée, c'est une aberration. C'est contre nature et c'est contre-productif d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'essaye d'emmener comme vision. Montrer aussi que le fait de faire sur petite surface, à la main ou peut-être avec quelques engins. Moi, j'ai rien contre les moteurs, les engins, etc. parce que ça enlève de la pénibilité, hein, soyons très très francs. Ça ne me pose pas de problème la technologie, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse reposer toute l'intelligence de l'humain sur une béquille technologique. Ce serait se fourvoyer, je pense, et ce serait se priver, encore une fois, de millénaires de connaissances, de savoir et d'observation, et ce serait aller dans le mur parce que cette dépendance à la technologie et donc à l'énergie dont on sait qu'elle est limitée, à un moment donné, va poser problème à l'humanité. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, sur des surfaces relativement petites, avec des humains qui sont à l'œuvre, eh bien, on peut produire une nourriture de qualité avec des paysans qui sont heureux, parce que beaucoup essayent de nous faire dire que ces petites surfaces sur lesquelles les gens font tout à la main, j'ai même entendu dire que les gens grattaient le sol, tu vois, de façon hyper péjorative, on essaye de nous dire que c'est un labeur, que de nos jours il ne devrait plus y avoir des choses comme ça, mais c'est pas vrai. Tu vois les jeunes maraîchers qui sont ici, mais ils sont hyper épanouis, tu vois. En fait, c'est un défaut de connaissance qui fait que les gens vont interpréter le fait que c'est un métier de chien ou je ne sais quoi. Quand tu connais ton corps, quand tu sais manier les outils, quand tu t'aides, pourquoi pas, d'outils technologiques ou autres pour que ce soit moins pénible, eh ben c'est tout à fait un métier vivable. Alors clairement, est-ce qu'il est viable économiquement? C'est ce qu'on essaye de faire passer dans les formations et là où je vais donner du conseil à droite à gauche, parce qu'il faut quand même que les jeunes maraîchers arrivent à vivre décemment de leur métier. Et c'est là tout l'enjeu dans cette société qui a décidé que l'alimentation devrait être quasiment la dernière roue du carrosse en termes de budget familial. Là est la vraie problématique. Mais vraiment montrer qu'avec des techniques de base, de bon sens, en les conjuguant, pourquoi pas, avec de l'aide technologique moderne, eh bien on arrive à avoir des systèmes performants. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que si on confronte ces petits systèmes où on a souvent des maraîchers seuls ou à deux à la réalité économique de notre société et encore une fois les mauvaises priorités qu'ont données les consommateurs dans leur budget personnel, il est difficile en fait de s'en sortir. Et c'est pour ça que de plus en plus je m'intéresse à ces systèmes collectifs plutôt coopératif. Alors rien de nouveau sous le soleil, hein. On se connaît tous les coopératives à l'ancienne. Aujourd'hui, on a des entités juridiques telles que les SCOP, les SIC, qui reviennent un petit peu au goût du jour et où on se dit, est-ce qu'on ne peut pas organiser, à l'échelle d'une entité aussi agricole soit-elle, une intelligence collective où les gens ne finissent pas par se disputer au bout de 3 semaines parce qu'ils n'ont pas la même vision et parce que ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on organise en termes de gouvernance des entités où finalement 1 plus 1, c'est-à-dire un maraîcher plus un autre, vont tellement décupler leurs forces que l'addition de ces deux-là, ce ne sera pas 2, ce sera au moins 3. Ça, c'est un principe de base de permaculture. Et cette intelligence du collectif, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas bien utilisée. Elle est appréhendée avec une vision plutôt business et on s'est privé de l'intelligence humaine.
Souvent parce que l'humain est difficile à gérer et que faire s'entendre, ne serait-ce que deux humains, c'est compliqué. Mais il y a des méthodes et il y a des façons de faire pour aller vers ça. Et là, en ce moment, je viens de commencer à travailler avec une association que j'ai créée qui s'appelle Système Agraire Solidaire sur la transition d'une ferme conventionnelle, donc tout à fait classique, sur 180 hectares, un homme tout seul, motorisé mais pas tant parce qu'il a déjà comme ambition de faire de l'agroécologie, il est déjà en non-labour, en semi sous couvert. Et lui, il veut que cette ferme de 180 hectares qu'il a tout seul aujourd'hui devienne une coopérative d'agriculteurs. Et il veut faire rentrer d'autres acteurs dans la danse. Donc moi, je vais accompagner avec l'association cette transition. On va l'étudier sous toutes ses coutures. Et l'idée, c'est de modéliser, entre guillemets, de donner un mode d'emploi, en tout cas un cadre pour d'autres fermes qui voudraient faire la même chose. Et le challenge, si on arrivait à le relever, ce serait de se dire, mais aujourd'hui, on a plein d'énormes fermes qui deviennent toujours de plus en plus grandes parce que c'est la course à l'agrandissement. Une ferme de 180 hectares, il y a fort à parier que demain, si l'agriculteur le peut, elle fera 350 hectares. Dès qu'il aura la possibilité, il deviendra plus grand. Pourquoi est-ce qu'il deviendra plus grand? Parce qu'il touchera plus de subsides de la PAC et parce qu'il produira plus. Et il y a comme ça qu'il arrivera à survivre, cet agriculteur. Et moi, complètement à contresens et à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, je maintiens que sur ces fermes-là, en faisant rentrer plusieurs producteurs, eh bien, on assure une meilleure résilience de la ferme, on assure un revenu à tous ces producteurs et surtout, on fait rentrer des techniques agroécologiques dans cet écosystème unique qui faisait 180 hectares. En fait, on va créer une mosaïque de plein de petits écosystèmes très divers qui vont se compléter les uns avec les autres. Et de fait, on va avoir sur cette ferme une multiplicité de producteurs qui vont proposer à des clients une multiplicité de produits et ainsi faire vivre le territoire avec de la production vivrière. Par chance, il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives collectives en France. J'allais dire que peut-être le problème, c'est que ces initiatives sont souvent parties d'un postulat idéologique qui n'a pas été renforcé avec des connaissances techniques de terrain et puis des connaissances du fonctionnement de l'humain, donc sur la gouvernance notamment. Donc il y a eu des échecs, mais il y a de plus en plus d'initiatives et c'est très heureux. Et en même temps, il y a des fermes collectives qui durent depuis 20 ans et qui s'en sortent très très bien, qui sont de véritables exemples. Donc oui, il y a tout un tissu comme ça d'initiatives, d'envie collective. Et l'idée pour renforcer ce fameux tissu, c'est de prouver scientifiquement et avec des experts, donc scientifiquement et économiquement, que ça marche, que ça fonctionne. Et on va le faire sérieusement, cette histoire. Moi, je suis tout à fait consciente des difficultés actuelles, tout à fait consciente du fait que opérer une transition sur une ferme, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est techniquement très complexe. La plupart des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole ou qui n'ont pas de cette expérience pensent toujours que c'est facile pour un agriculteur de changer d'itinéraire technique, de se passer du glyphosate ou autre. Parce qu'on pourrait penser qu'on peut faire autrement, on a su faire autrement, mais ce n'est pas si simple que ça. La prise de risque pour un agriculteur qui veut innover, qui veut changer de pratique, elle est énorme. Et elle est en premier lieu économique. Et on ne se rend pas compte que beaucoup d'agriculteurs, pas tous, mais beaucoup d'agriculteurs sont vraiment sur le fil du rasoir au niveau économique. Ils ne sont vraiment pas rémunérés à leur juste valeur et à la hauteur de leur travail et de ce qu'ils apportent à la société. C'est quand même aberrant dans nos sociétés que les gens qui nous nourrissent soit, j'allais pas dire les moins considérés, mais pas si bien considérés que ça. Pour moi, l'agriculture devrait être un service public, au même titre que l'éducation ou la santé, qui sont elles aussi très très malmenées, on est d'accord, mais pour autant, c'est quand même la base de la vie. Manger, boire, c'est la base de la vie. Et moi, j'ai confiance quant au fait qu'on va avoir une multiplication de petites initiatives comme ça, complètement à contre-courant, qui vont montrer qu'on peut faire différemment, encore plus à contre-courant dans l'environnement politique dans lequel nous sommes, qui va vraiment rechercher de l'autre côté, qui supprime les subventions dans le milieu de la bio, qui supprime les subventions des associations. Beaucoup d'élus, en tout cas au niveau national et au niveau européen, n'ont peut-être pas appréhendé les meilleures priorités. Mais les citoyens, notamment en France, je pense, sont de plus en plus conscients de ça. Et la France, moi je bouge pas mal, la France est quand même l'un des pays précurseurs, quoi qu'on en pense, et on a beau râler, parce qu'on est français, on est vraiment précurseurs et on est assez en avance, je trouve, sur toutes ces pratiques écologiques, sur ces pratiques qui respectent le vivant. On se sent toujours malmené, pas aidé, pas soutenu politiquement, mais
En fait, si on arrive à fédérer toutes ces bonnes initiatives qui sont souvent issues d'individus ou de groupes d'individus, si on arrive à les fédérer, à les mettre ensemble, eh bien là, on sera d'autant plus fort. Donc il faut continuer, vaille que vaille, quelle que soit l'ambiance, quel que soit l'environnement, quelles que soient les orientations politiques, il faut continuer à créer des lieux, comme ici au Jardin du Pouarjou, qui sont des exemples, qui sont des lieux, j'allais dire, presque de résistance, mais j'ai pas du tout envie d'employer un vocable guerrier, mais qui soient des lieux de démonstration où les gens peuvent rentrer et se dire « Ah ouais, c'est beau !» Et en plus, ce qu'on y mange est bon, les gens qui sont là sont heureux, mais pourquoi on ne va pas vers ces modèles-là? C'est tout ce qu'on veut, en fait, ce à quoi on tend, finalement. Clairement, quand tu parles d'alimentation, de toute façon, tu touches à tout. L'alimentation, c'est la santé, l'alimentation, c'est la biodiversité, donc c'est le climat. L'alimentation, c'est l'économie. Dans la plupart des pays, et même ces dernières décennies, dans lesquelles on a connu des révolutions importantes, l'une des étincelles, l'une des raisons du début de ces révolutions, c'est souvent le prix du blé, donc de la farine, donc du pain. À partir du moment où les gens ne peuvent plus s'alimenter décemment, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'offrir cette alimentation qui est nécessaire et ou qui sentent qu'on les mène en bateau là-dessus, il y a une réaction. Et en fait, l'alimentation, si tu regardes bien, elle est au cœur de tout et c'est quelque chose de très politique que de cultiver sa propre alimentation, que ce soit dans ton jardin, que ce soit dans un contexte plus agricole, donc plus professionnel. Donc inexorablement, quand tu touches à l'alimentation, ça te met en perspective tout, tes valeurs, la façon dont tu vis, ce que tu renvoies aux autres, ton énergie, mais aussi tes idées, ta positivité. Donc oui, ça met tout en branle et c'est tant mieux. Maintenant, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. J'ai vu beaucoup d'évolutions où on avait un vent d'espoir qui nous portait comme ça, et puis le feu retombe, et puis ça remonte, et puis ça retombe. Là, on est en train de retomber très sérieusement en ce moment, notamment d'un point de vue politique. Mais c'est pas grave, il faut continuer parce que ça fait partie de la vie de toute façon, c'est haut, c'est bas. Ce qu'il faut, je pense, c'est être en accord avec nos propres valeurs. Si nous, on est bien dans nos champs, dans nos bottes et dans nos vies, alors ça rayonnera sur tout notre environnement et sur tous les humains qui sont proches de nous. Donc donner cet exemple, et je parle ici d'exemple en termes de non-exemplarité, mais d'exemple pour montrer ce qu'il est possible de faire et la façon dont on peut s'épanouir en tant qu'être humain, je pense que ça reste un devoir. Et quoi qu'il arrive, moi jusqu'au bout, je ferai ça, je montrerai que c'est possible parce que je sais combien ça m'a apporté et que ça continue à m'apporter.